Après le succès obtenu l'an dernier à Barjol, où il était question de mobilité et des transports, nous sommes donc réunis aujourd'hui à Sainte-Anastasie pour évoquer les retombées économiques et sociales des activités culturelles et patrimoniales sur le territoire. Tout d'abord, je suis dans mon rôle d'accueillant, et ça fait beaucoup de plaisir que je vous rencontre aujourd'hui. Pour moi, le Conseil de développement, c'est une vieille histoire, puisque j'y étais au tout début, avec certains vétérans qui sont dans la salle. Et je dois dire que c'est une expérience qui, en tant qu'élu, m'a beaucoup apporté, à titre personnel, même si on ne partage pas toujours, et précisément parce qu'on ne partage pas toujours les mêmes analyses. Quelques années passées déjà, bien sûr, où parler d'économie avec, ou de tourisme même avec le patrimoine, c'est un gros mot. Bon. Or, les choses évoluent quelquefois, et l'enjeu était de ne pas sacrifier la valeur patrimoniale à des basses questions d'argent. Or, des villages comme le mien, ici à Sainte-Anastasie, les sources d'économie se font très rares, très difficiles, et souvent la difficulté que nous constatons parmi nos concitoyens, c'est qu'ils sont restés encore sur cette valeur patrimoniale pure, qui est un objet de musée, quelque chose qu'on protège, mais quand les choses ne rapportent rien, même si ce n'est pas le rapport qui est l'essentiel, dès que les choses ne rapportent rien et n'amènent que des dépenses, eh bien on s'en désintéresse et on obtient que la perte de richesses qui nous appartiennent. La meilleure manière de ne pas oublier et de préserver le patrimoine, c'est de lui donner une certaine valeur, pas forcément une valeur marchande. Retombées économiques et sociales des activités culturelles et patrimoniales sur le territoire. Bien entendu, c'est un vaste sujet, ô combien important, mais surtout rassembleur, me semble-t-il, motivant, peut-être même enthousiasmant, si on s'en donne les moyens. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui ici à Sainte-Anastasie pour évoquer ces retombées économiques du patrimoine et de la culture, nous le devons surtout à une personne, c'est Ada Akovicciotti Amo. Pourquoi la Provence verte, qui est quelque chose de créé, quelque chose en fait qui n'existe pas, peut être une entité qui a un ancrage vrai, local, social et culturel, et qui, de toute façon, n'a pas d'autre choix que accepter, expliquer et admettre cet ancrage local pour pouvoir exister. Je vais vous parler donc de cette entité territoriale qui est ordinaire et qu'il faut garder dans son ordinarité si nous voulons nous démarquer de tout ce qui est autour de nous et qui est excessif, disons exaltant, et qui finalement, parce que excessif et exaltant dans la provençalité ou dans l'occitanité, vous le prenez comme vous voulez, ce n'est pas vraiment l'essence de l'affaire, ce n'est pas la vraie nature du Sud. L'expression, par exemple, du comité de tourisme du Var, qui ose parler des vraies natures du Sud en parlant du pays intérieur ordinaire et banal. Et il a raison. Pour revenir au patrimoine d'art et d'histoire, c'est un label. C'est un label qu'Alfred Gauthier était monté à Paris, décroché. Ça n'avait pas été quelque chose de très très facile. Parce que c'est quelque chose qu'il faut monter, qu'il faut mettre en place. Ça va faire une dizaine d'années qu'il existe. Il faut se renseigner, se remettre au niveau de toutes les communes. Et là, c'est plutôt un patrimoine qui est un patrimoine architectural. Il faut savoir que le tourisme et le patrimoine, c'est quelque chose qui vont intimement ensemble. Donc vous parliez de l'économie, et pour nous c'est vraiment quelque chose de très important, savoir que le tourisme sur la Provence verte, c'est 20% de l'économie du territoire. Donc je ne vous donnerai plus le nombre de millions que ça représente et tout, mais c'est vraiment quelque chose, une retombée. Il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que le vin, il n'y a pas que le tertiaire, il n'y a pas que certaines petites et moyennes entreprises qui sont sur notre territoire, mais il y a le tourisme
qui représente pas grand-chose sur le département du Var, parce que ça représente 3 ou 4% du tourisme dans le département. Vous voyez, sur la Provence verte, c'est vraiment quelque chose de très faible, quand on sait que tout le reste se va sur le Verdon, sur le haut du département, ou sur la côte, sur le bas du département. Et nous ne possédons que 3% de ce tourisme. Donc au niveau du syndicat mixte, on s'inquiète et on essaye de faire que ce tourisme soit un peu plus important. Mais comme le disait Ada, c'est un tourisme qu'on veut raisonner, ce n'est pas un tourisme de masse qui doit exister sur notre territoire. Donc si jamais on pouvait augmenter de 2, 3, 4% de tourisme, c'est qu'on doublerait les retombées économiques sur notre territoire. Donc je crois, si mes souvenirs sont exacts, les retombées du tourisme en Provence verte, c'est entre 120 et 150 millions d'euros. La fois où le département et la région étaient venus nous le présenter à l'Office du tourisme, je crois que c'est cet ordre d'idée. Vous faites juste doubler, vous passez de 3 à 6% ou 7% le tourisme en restant toujours mesuré, puisque c'est le thème de notre conférence, on arrivera à des retombées beaucoup plus importantes. Le tourisme culturel est vraiment quelque chose de très important qu'on est en train de remonter au niveau aussi de la Provence verte. C'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que Saint-Maximin est quand même le 3e tombeau de la chrétienté, il faut le rappeler. Bien souvent, des gens qui sont en visite chez nous l'apprennent, il faut souvent le répéter. Et puis surtout, c'est un territoire qui a été victime d'une croissance démographique importante. Et donc les gens ont tendance à ne pas s'approprier ce territoire, et il faut faire un maximum pour qu'ils se l'approprient et qu'ils le découvrent, et qu'ils découvrent ses beautés surtout. Donc, si je présente l'ASER aujourd'hui, c'est parce que c'est une association qui est déjà un peu ancienne, puisqu'elle a été créée en 1977, et qu'elle a toujours travaillé sur les domaines de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'histoire et des sciences de la Terre. C'est-à-dire toujours essayer de remettre l'homme dans un contexte à la fois social, mais de le remettre aussi dans son environnement. Et de montrer finalement l'impact de la présence de cet homme dans l'environnement. Donc c'est une association qui était beaucoup impliquée dans le patrimoine matériel, bien sûr, mais aussi dans le patrimoine immatériel. C'est-à-dire que nous avons beaucoup privilégié la partie ethnologique, qui souvent n'est pas tellement conçue comme un patrimoine. En fait, c'est la mémoire des gens, et pour nous, le patrimoine, c'est avant tout les gens. C'est peut-être le patrimoine qui est en train de disparaître le plus rapidement. La mémoire disparaît, la transmission ne se fait pas toujours dans la qualité. Souvent aussi, c'est tout à fait normal, un certain nombre de choses sont transmises mais deviennent un petit peu stéréotypées. C'est en reprenant enquête après enquête, en revenant chez les mêmes personnes, en décidant de multiplier l'ensemble, que l'on arrive parfois à mettre en évidence toute une partie d'un patrimoine qui nous échappe complètement. Ce qui se passe dans le centre-Var, c'est bien, mais on a voulu aussi nous intéresser à ce qui se passait ailleurs. Il faut que vous sachiez que, en ce qui concerne notre musée, notre maison de la céramique, je vais vous donner rapidement 2-3 petites informations qui nous permettront de mieux comprendre le cheminement de notre intervention. C'est un bâtiment en partie ancien, mais en partie neuf, réalisé par un maître de l'architecture muséale au niveau international, un des plus grands noms actuels, de Villemotte, et pour les jardins par également Jean Mus, qui est le numéro 1 de l'installation de jardin dans notre pays et en Europe. Vous devinez tout de suite que ces personnes très talentueuses ne se sont pas déplacées gracieusement. Donc, si vous voulez, nous avons un équipement de grande qualité architecturale qui a été douteux, mais qui est un équipement qui a, dès le départ, été un équipement communal. Ça peut paraître surprenant, ça peut paraître hasardeux. À un moment donné, les responsables en charge ont lancé la construction de cet établissement. Un dernier chiffre pour pas donner de l'espérance quand on parle de chiffres, on peut survivre à des gros chiffres. Ce musée est revenu à peu près un peu plus de 8 millions d'euros. Il était là, que faire? Eh bien, il fallait d'abord ancrer le musée dans la réalité locale, qui est quand même le résultat de 7000 ans d'histoire du travail de la céramique. Donc, il a fallu mettre en marche tout un ensemble de propositions, de salles, qui mettaient en avant
ce riche passé. Mais en même temps, le passé, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a encore des gens qui vivent, et qui tentent de vivre, qui se battent pour vivre de la céramique. Nous avons 12 entreprises, et nous avons 16 potiers. Donc ces gens-là, ils attendent beaucoup du musée, non pas pour le visiter en s'extasiant sur les pièces d'il y a 200 ans, voire 7000 ans pour la plus ancienne. Ils veulent avoir quelque chose qui va leur permettre de participer à la vie locale en renforçant leur capacité économique. Donc nous avons fait le choix de travailler avec eux sur cet aspect des choses et de voir ce que ça allait donner en quelque sorte au niveau de l'intérêt de l'attrait sur le public. Nous avons décidé de nous consacrer à la promotion de l'art contemporain dans un esprit, je dirais, très ambitieux. Et là, je vais vous dire quelque chose d'encourageant. Nous sommes dans un bel endroit, nous sommes pauvres. Et pourtant, nous avons décidé de présenter des expositions de niveau international. Il faut oublier la rentabilité. Parce que la présentation d'un produit culturel peut quelquefois apporter quelque chose, mais ce n'est pas l'objet essentiel. Par contre, il est normal de ne pas avoir envie de perdre beaucoup d'argent. Pour cela, il faut peut-être, quand on peut, en amont, avant de réaliser le projet, s'interroger vraiment de manière, je dirais, très réaliste. Ça nous plaît, ça nous fait vibrer. Bon, mais est-ce que ce projet va faire vibrer les consommateurs potentiels? Et combien peuvent-ils être? Et sous quelle forme on peut récupérer les retombées? Il y a 36 000 retombées. Si vous avez des visites importantes, la partie boutique dans un musée, par exemple, va générer des sommes qui permettront de dépenser moins pour la gestion. Si vous avez beaucoup de visites avec des autocars, par exemple, ou avec des individuels, vous allez avoir la possibilité de remplir des restaurants, éventuellement de diriger des gens vers des boutiques qui vendent des choses qui sont relatives au musée. Si géographiquement on n'a pas grand-chose à voir avec la province verte, la problématique de l'existence est à peu près la même, puisqu'on est confronté à survivre entre Nice et le bétonnage de la Côte d'Azur et les stations de ski du Mercantour. Donc culturellement, pour exister, il faut trouver des spécificités, il faut trouver des moyens d'exister. Donc l'arrière-pays niçois, géographiquement, est assez particulier, parce que toutes les vallées vont du nord vers le sud, très encaissées, avec une architecture de petits villages. On compte aujourd'hui 7700 habitants. Le village en lui-même fait beaucoup moins, ce sont les alentours. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de maintenir quand même une architecture raisonnée pour garder ce cachet, disons, rural à proximité d'une grande métropole. Ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est qu'il y a une possibilité de faire quelque chose, disons, culturel à long terme. Je suis d'accord avec vous. Au niveau de la rentabilité, ce n'est pas le souci premier. La rentabilité vient surtout par des effets indirects. Le musée de Contes en particulier, il a été réfléchi longtemps à l'avance, puisque l'idée d'origine date de 1977. Une prise de conscience par la municipalité de l'époque qu'il y avait quelques bâtiments qui pouvaient effectivement faire l'objet de restauration, de mise en valeur, pour attirer les visiteurs et les gens du coin que ça intéressait. La municipalité a travaillé, a créé une association qui s'appelle les Amis du Musée de Contes, dont je suis le secrétaire. Le président n'a pas pu venir aujourd'hui. Il y a 110 membres adhérents dans cette association. Donc le bâtiment en lui-même représente à peu près 250 mètres carrés de salles, 8 salles d'exposition permanente et 2 salles d'exposition temporaire. Alors c'est très important les expositions temporaires parce que c'est ce qui fait vivre le musée et qui renouvelle la fréquentation. De point de vue économique, c'est important. Le musée en lui-même a un budget de fonctionnement qui est relativement faible. C'est de l'ordre de 14 000 € l'année, fonctionnement. Il y a 2 personnes employées à temps plein qui sont du personnel communal délégué au musée. Donc une personne qui est chargée de la conservation du patrimoine, une personne qui est chargée de l'accueil. Toutefois, pour que ce soit vivant,
les bénévoles de l'association participent activement aux activités en tant que guide pour les visites de groupe, sur les sites, sur le musée, pour les activités qu'on a héritées depuis l'année dernière, qui sont les activités des temps périscolaires, et ça rentre dans un schéma culturel intégré, c'est-à-dire qu'il y a une médiathèque. J'ai moi participé à des expositions à la médiathèque qui travaillent en relation avec le musée. Nous pouvons faire des expositions à thème où la médiathèque et le musée se complètent. La médiathèque faisant la partie plutôt scientifique et le musée la partie un peu plus culturelle avec la présentation des objets. Alors, bien entendu, quand on va parler de retombées économiques, il faut tout de suite ne pas regarder que le côté financier pur, il faut regarder ce que ça amène pour la commune. Je vais vous donner quelques chiffres. En 1999, le musée en lui-même n'était pas créé, et sur les 2 sites qui étaient visités, c'est-à-dire un ancien moulin à huile classé monument historique et une forge entièrement actionnée par la force de l'eau, on avait eu 2090 visiteurs. En 2012, année où au mois de juillet le musée a été ouvert, 3156 visiteurs. Et depuis le 1er janvier 2013, 14 800 visiteurs, dont 3632 scolaires. Donc vous voyez bien que la population qui vient, ce n'est pas uniquement la population du village, c'est des touristes. Donc il y a quelques sociétés, des autocaristes qui nous amènent du monde. Il y a des associations de communes limitrophes qui viennent nous visiter. Et on a, bien entendu, beaucoup de visiteurs qui sont des touristes d'autres régions de France, voire de l'étranger, qui viennent dans des gîtes. Alors on a fait notre petite publicité auprès des gîtes, on a fait des petits flyers qu'on distribue, budget modeste pour la publicité, mais tout ceci permet maintenant d'avoir une moyenne annuelle de plus de 5000 visiteurs sur compte, commune qui n'a que 7000 habitants. Grosso modo, depuis la création du musée 2012 à aujourd'hui, on est pratiquement à un total de 17 000 visiteurs. C'est pratiquement autant, pour vous situer, que le musée du sport à 10. 14 000 € de budget annuel pour le musée de Comps, plusieurs dizaines de millions d'euros pour le musée du sport. Grâce à la volonté politique de la commune de Comps, l'accès au musée est entièrement gratuit. Avant de parler des retombées économiques à proprement parler, il me semblait que le plus important était d'appréhender, de visualiser ce qui constituait la véritable richesse en fait, d'un territoire sur le plan culturel, c'est ses ressources culturelles. Arriver, essayer, aller dénombrer, essayer de les représenter un tant soit peu, de les rassembler, de les placer, les organiser, était pour moi la première démonstration de ce que pouvait constituer un potentiel culturel sur un territoire. Alors pour cela, nous avons développé depuis 2 ans un outil qui est inédit puisqu'il n'existait pas jusqu'à présent. Représentation cartographique des activités culturelles sur le territoire, qui jusqu'à présent m'avait beaucoup déçu parce que la plupart des atlas culturels que l'on rencontre sont des atlas qui représentent justement les équipements plutôt du bâti, patrimoine bien sûr, mais aussi les équipements durs, les bibliothèques, les salles de spectacle. Représenter l'activité culturelle et les ressources culturelles d'un territoire, pour moi, se devait d'aller plus loin et de représenter l'ensemble des activités culturelles, ou un tant soit peu, envisager la globalité des activités culturelles, qu'elles soient matérielles et pourquoi pas aussi immatérielles. Et on voit ainsi la possibilité d'analyser un petit peu plus ce que ce potentiel, cette richesse peut représenter sur le territoire. L'activité culturelle sur le territoire régional représente à peu près 1 milliard de financement public, un peu plus d'1 milliard de financement public sur l'ensemble des secteurs culturels sur le périmètre régional, et que le volume, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires de l'activité culturelle, est au moins du double. C'est-à-dire qu'on peut évaluer à peu près à 2 milliards le poids économique de la culture en région. Ce qui est quand même quelque chose d'assez important en termes de volume et en termes de retombées directes. Donc ça, c'est quelque chose que l'on pourra mesurer et que l'on pourra peut-être aussi un jour mesurer à l'échelle plus territoriale, c'est-à-dire d'un territoire comme celui du Pays du Verdon.
Le deuxième niveau, ce sont les retombées économiques indirectes, qui constituent donc des retombées secondaires liées à la fréquentation par le public, bien sûr des sites et activités culturelles, mais aussi les retombées en termes commerciaux, touristiques, qui sont occasionnées par ces présences. Et on appelle ça donc les retombées économiques indirectes. Là-dessus, le secteur du tourisme a, je crois, beaucoup plus d'éléments que nous pourrions en avoir. Je sais qu'il mesure ces retombées économiques indirectes, et ce sont des données qu'il faudrait peut-être un jour rapprocher des données que nous avons, nous, concernant le poids économique de la culture. Et puis il y a une troisième retombée que je pense qu'il est très important et que j'aurais aimé pouvoir développer aujourd'hui, mais qu'on va pouvoir faire dans quelques temps parce que nous avons pu avoir accès à de nouvelles données de l'INSEE qui vont permettre de faire le travail suivant. Ce sont les retombées sociales, l'impact social de l'activité culturelle. Alors, c'est une retombée économique, bien entendu, mais qu'on a plutôt tendance à classer dans la dimension sociale. Elle est éminemment importante, car aujourd'hui, ce qui pourrait être intéressant, c'est au regard de tous ces acteurs, de toutes ces activités qui sont présentes sur le territoire, arriver à mesurer ce qu'elles génèrent réellement en matière d'emploi. Et c'est là où, évidemment, l'exercice devient très compliqué et très difficile. D'abord, il est très difficile au niveau national ou au niveau régional. Nous faisons ces travaux de recensement de l'emploi lié à l'activité culturelle, sauf qu'aujourd'hui, l'INSEE nous permet d'avoir une approche au niveau maximum départemental. Donc nous ne pouvons pas descendre plus bas. Et l'approche n'est pas très intéressante à cette échelle-là. Pas plus qu'elle est intéressante au niveau national ou au niveau régional. Elle peut commencer à être intéressante au niveau justement de lecture de l'activité culturelle à l'échelle intercommunale comme aujourd'hui. Et c'est quelque chose que l'on pourra faire dans quelques temps, puisque nous allons pouvoir avoir accès à des données qui vont être contextualisées sur des périmètres intercommunaux, et donc pouvoir rendre compte de la lecture de l'emploi sur un périmètre comme le pays de la Provence verte. En sachant que, encore une fois, l'emploi, la lecture de l'emploi est un exercice difficile, entre l'emploi permanent, l'emploi ponctuel, la polyactivité dans le secteur culturel, l'intermittence. On est dans une lecture qui est très complexe, mais qui est intéressante parce que là où l'INSEE nous dit qu'il y a 40 000 à peu près personnes qui travaillent dans le domaine culturel au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notre façon de compter l'emploi généré par l'activité culturelle nous donne des chiffres beaucoup plus importants lorsqu'on les recense d'une façon plus fine et plus pertinente. Et on arrive quasiment au double. Donc le chantier est un lieu de création consacré aux nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde. Il est situé à Correns, donc Correns qui est une commune de 900 habitants au cœur de la Provence verte. Il propose à des musiciens et des compositeurs de la région PACA et des autres régions de France ou du monde un espace d'accueil et un environnement professionnel pour accompagner et valoriser leur démarche artistique. Donc, s'agissant du public, on peut dire que notre public est féminin pour 61%, que 51% de notre public a un niveau d'études de Bac+3 ou plus, que 60% sont des actifs, et on peut rajouter aussi que la répartition socio-professionnelle de notre public montre un public très nettement mieux représenté dans les classes supérieures. Le public est ancré fortement dans la région de PACA, puisque 42% de notre public viennent du département hors Provence verte, 40% de la région hors Var, 10% local et 8% résidant en France hors région. Donc, le financement de notre festival est davantage supporté par les collectivités territoriales, 70% du budget en moyenne. La commune, quant à elle, double son aide par un soutien matériel. Les recettes propres représentent 23% à la structure budgétaire du festival. La billetterie en constitue la plus grosse part, soit 14%. La part relativement modeste, puisque 14% ça paraît pas énorme, s'explique en partie par la finalité sociale que se donne le festival, c'est-à-dire de ne pas trop augmenter ses tarifs. D'autres ressources proviennent des festivaliers,
Donc, comme je le disais, les ressources liées à la buvette, à la restauration, à la vente d'objets et aussi à la vente d'espace sur notre marché artisanal, puisque chaque année, il y a à peu près une dizaine de stands d'artisans qui sont là pendant 2 jours et qui vendent leurs objets. Donc en termes de retombées, déjà on peut dire que le premier impact de la réussite d'un festival est un effet d'image et de notoriété qui donne un coup de projecteur, mais notamment au village. Les effets produits par l'organisation d'un festival s'accompagnent de retombées médiatiques qui peuvent être considérables. Donc, le festival de Correns bénéficie d'une couverture très importante par la presse nationale et aussi par le soutien conséquent de la presse régionale. Le caractère événementiel du festival assure à la commune d'accueil des retombées de notoriété souvent très importantes au regard des efforts financiers consentis. En partie pour cette même raison, le festival joue un rôle non négligeable dans la redécouverte, la réhabilitation et l'animation des lieux patrimoniaux. Notre festival a une incidence sociale considérable car il suscite la mobilisation bénévole d'une partie importante, puisque nous on a à peu près 120 bénévoles qui s'impliquent lors de notre festival, ce qui n'est pas négligeable. Là aussi j'ai quelques chiffres à vous donner. Donc 60% de nos bénévoles résident à Correns, 34% dans une autre commune du comté de Provence et 6% dans une autre commune du département. Donc on se rend bien compte que c'est aussi un projet participatif. Donc l'impact, on peut dire que l'impact aussi du festival est positif sur le tourisme. À Correns et dans les villages voisins, les festivaliers assurent le remplissage des hôtels, des gîtes et de location d'appartements. Le bénéficiaire privilégié des festivals est donc le tourisme culturel. Le déroulement d'un festival interagit aussi avec le patrimoine, puisque le festival contribue aussi, dans une certaine mesure, à l'entretien des lieux. Par exemple, à Correns, le fort Gibron, donc qui est un fort du XIIe siècle, a été rénové pour y accueillir des salles de musique et une salle de spectateurs de 100 personnes. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, le festival génère de l'emploi. L'équipe du chantier donc, bénéficie d'une structure permanente de 4 personnes. Et puis, pendant le festival, nous employons donc une centaine d'artistes et musiciens professionnels qui proviennent pour 60% d'entre eux de la région. Nous employons également une quinzaine de techniciens, donc techniciens intermittents du spectacle. Généralement, tous ces emplois bénéficient à l'économie locale. Il s'agit essentiellement d'emplois locaux. Voilà, le chiffre d'affaires des commerçants locaux et des domaines viticoles serait pendant les 2 jours du festival multiplié par 3. Le chiffre d'affaires du café du village est multiplié par 10. Et donc le coefficient de remplissage des gîtes et des champs podotes de Correns et des villages avoisinants passerait à 100%. Sur le budget total des achats effectués par le festival en 2012, 46% étaient au bénéfice du territoire. Donc 15% en restauration et hébergement et 18% en technique. Les dépenses d'hébergement varient donc entre 4 et 35 euros par jour et par personne. On peut aussi rajouter que les festivaliers dépensent en moyenne 25 euros pour se restaurer et qu'enfin 45% des festivaliers dépensent jusqu'à 30 euros d'achats autres. Voilà, donc pour conclure, donc le festival a des retombées bien sûr économiques, sociales, culturelles importantes, dont les bénéficiaires sont publics et privés. Les collectivités voient leur notoriété affirmée, les commerçants leur chiffre d'affaires amélioré, l'emploi est conforté, la vie associative valorisée, le tourisme développé, le festival appuie le développement culturel et les facteurs de cohésion sociale. Tout cela atteste de la santé d'une économie nouvelle innée et se nourrissant de la vie culturelle. Alors pour vous donner notre impact économique total sur le festival, donc il s'élève à 300 000 euros, soit 2,20 € de retombées économiques générées pour 1 euro de subvention engagée. Le plus gros problème qui se pose aux élus et à ceux qui doivent gérer donc, ces compétences communautaires et culturelles, c'est
oui, bien sûr, il faut des lieux culturels. Le problème, c'est que l'efficacité n'est pas exponentielle. C'est pas parce qu'on crée des dizaines de lieux culturels que ça marche mieux que si on en a qu'un qui est très bon. Voilà, donc il y a un juste équilibre, et ça, on a, très sincèrement, si vous devez faire des études, voilà, l'équilibre il est où? On a un musée des Gueules Rouges à Tours, on a un musée à Châteauvert, on va parler éventuellement d'un réseau. Il ne faut pas les multiplier, les musées, à mon avis, mais il faut qu'ils soient, comment dirais-je, accueillants, que les gens aient envie d'y venir, qu'ils aient envie d'en revenir, et que quand ils sortent, ils en parlent à leurs collègues en disant il faut à tout prix aller là-bas. Au niveau des retombées économiques, qu'elles soient directes, indirectes, c'est très bien de les chiffrer. Si on veut doubler notre appétence en tant qu'offre touristique, il faut bien qu'on ait quelque chose à offrir en face. Alors c'est vrai que le soleil nous aide, c'est vrai que la verdure nous aide, etc. Mais l'offre culturelle est par définition importante. Bon, ben voilà. Donc on est là, un petit peu un virage. Alors, si on passe en aglo, on peut avoir un peu plus de moyens de faire quelque chose, et il faudra qu'on ait, comment dirais-je, les études et les moyens de savoir vers quoi il faut s'y orienter. Pour arriver à les convaincre d'investir, il faut des vrais éléments, à la fois comptables, à la fois financiers, et des perspectives. Pour vous donner donc une idée, puisque vous avez eu quelques chiffres, cette année, grosso modo, nos deux musées vont recevoir ont reçu 15 000 personnes, 15 000 visiteurs. On a reçu aussi, alors ça c'est pour le côté effectivement des visiteurs, mais la volonté d'éduquer nos enfants et de les faire profiter de ces musées, de cette éducation est primordiale pour le comté de province. Et donc, on a reçu très exactement 2000, j'ai quelques chiffres, 2200 élèves. Bon, évidemment, je ne vous donne pas tous les détails entre les deux collèges. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Il y a toujours un éternel débat. À quel niveau faut-il monter la qualité de nos expos, en sachant que d'autres personnes pourraient en parler, que dès qu'on veut augmenter la qualité, avoir des intervenants de meilleure qualité, alors c'est pas toujours lié, c'est pas forcément les plus chers qui sont les meilleurs, mais souvent il y a quand même une relation. En tout cas, les gens qui sont connus sont généralement bons. Bon, voilà. Jusqu'à quel niveau il faut monter pour avoir des répercussions suffisantes pour faire venir des gens? Ça aussi, c'est une question que j'aimerais bien vous poser, et si vous avez un jour l'occasion de me donner la réponse, parce qu'en matière d'art contemporain, mais d'autres personnes pourront en parler mieux que moi, mais on a vraiment tous les niveaux, quoi, je veux dire par là. On peut faire des choses très jolies, comment dirais-je, très agréables, avec peu de moyens, mais pour faire venir du monde, il n'y a rien à faire, il faut des noms connus. Alors voilà, ça c'est un défi. Bon, j'aurais aimé que d'autres élus soient là, mais enfin, c'est une discussion qu'on a souvent en bureau et en conseil de province. Bon, voilà, jusqu'où faut-il aller et quel doit être l'effort? On a fait donc la liste de tous les musées qui sont dans notre province verte, parce qu'il y a des musées, par exemple, il y a le musée des Saint-Thomas, il y a des musées qui ouvrent très peu, qui sont en mauvais état, avec des collections en très mauvais état. Donc voilà, si vous voulez, lorsque la communauté de communes prend la compétence musée, et si elle devait prendre celle de tous les petits musées, ça veut dire qu'on s'engage à les maintenir, quoi, si vous voulez. Il y a tout le travail qui va derrière, maintenir les collections, voilà. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la légère. Voilà. Je suis donc Antoine Dunant, directeur de la culture pour la ville de Brioude et la communauté de communes. J'ai aussi la casquette, si je peux m'exprimer ainsi, de directeur de la politique de la ville sur la commune. Donc ce qui m'intéresse, qui est intéressant en termes de rapprochement, notamment entre les deux sphères culture et politique de la ville, puisqu'on est sur des territoires avec de forts enjeux sociaux. Il me semble que la politique culturelle, il faut qu'elle se positionne, en tout cas, si on se met dans une perspective de Provence verte, peut-être d'agglomération, sur des aspects éducatifs. On en a longuement parlé, chaque structure qu'on a pu entendre l'a clairement mis au cœur de ces enjeux. Quels sont les enjeux politiques que l'on peut chercher au travers d'une politique culturelle? Nous voulons faire de la démocratie alors que nous sommes dans une terrible ignorance les uns des autres. Ça paraît évident quand on vous a tous entendus cet après-midi, mais la connaissance les uns des autres, elle passe, pour l'aspect musée, clairement, sur le comté de Provence, avec ce musée de la bauxite, on vient comprendre, on vient connaître ce qui s'est passé, ça vient s'ouvrir aux autres, le chantier, c'en est une preuve, s'ouvrir aux autres cultures, se connaître,
Qu'est-ce qu'on peut s'apporter? Ça, c'est un enjeu politique fort, il me semble, en tout cas sur une collectivité d'une taille comme les petites communes et de la future agglomération. On est sur un territoire rural, donc on sait que statistiquement, au niveau national, les données qu'on a montrent que les gens en territoire rural vont beaucoup moins dans les structures culturelles, muséales. Donc la présence d'un musée, le centre d'art de Châteauvert, en est un exemple, même si on est sur un centre d'art, c'est finalement rapprocher la culture des gens qui pourront en bénéficier. Les enjeux économiques, dans le domaine des musées, les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI au niveau national, elles mettent plus de 400 millions d'euros dans les musées. Donc là, on parle des structures qui nous concernent, ce sont les communes et les EPCI. Plus de 400 millions dans les musées qui sont investis. Les retours, on sait que pour les musées, ils sont en direct, c'est-à-dire la rentabilité d'un musée, elle a été démontrée plein de fois comme étant complètement nulle, voire complètement négative. Les grands musées, les grandes études qui ont été faites, par exemple à Bilbao sur le musée Guggenheim ou à Mons sur les grands musées, on sait que c'est pas l'objectif du musée, c'est pas d'aller être rentable, à part quelques expos qui vont pouvoir cartonner et faire un chiffre colossal. On sait que c'est pas ça qui est recherché. On sait que ce qui est recherché, c'est la retombée directe, indirecte, induite, certains disent aussi. Sur la Provence Verte, à titre d'information, le président Vaillot en parlait. L'étude qui avait été faite en 2012 montrait qu'il y avait 8 millions d'euros en fait, de retombées directes, indirectes et induites du patrimoine sur la Provence Verte. Et je crois qu'on arrivait à 1 pour 4, comme ça, de 1 euro investir, on en rapportait 4. Au global, on était sur 8 millions d'euros, ce qui est quand même une somme importante sur l'aspect patrimoine. Et donc l'idée d'aller sur 3 grandes compétences, une sur les enseignements artistiques, qui venait conforter le fait qu'il y avait une école intercommunale, qui est aujourd'hui une école importante, puisqu'il y a plus de 650 inscrits, ça représente 650 élèves, 1200 inscrits, pas loin d'1 million d'euros de budget. On est sur une grosse compétence. Une compétence appel à projet, donc qui a commencé cette année avec un appel à projet culturel, donc appel aux opérateurs du territoire sur des propositions qui pourraient remonter du terrain en termes de projet. Et le troisième, c'est le musée centre d'art, avec l'idée qui sortait, qui était ensuite de dire il nous faut une petite étude sur cet aspect-là. D'où l'idée de confier ça à une experte, donc Arzila Durieux à l'époque, qui avait finalement exprimé l'idée que d'une part il fallait aller vers la professionnalisation et vers une structure un peu unique, je dirais, donc une direction commune à l'ensemble des structures intercommunales, qui permettait aussi de financer, aujourd'hui c'est pas le cas malheureusement, mais on essaye d'y retravailler, de financer un poste de chargé des collections, donc chargé scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui connaisse d'où ça vient, qui puisse faire un inventaire, un récollement, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire à la compréhension des collections d'un musée. Et le troisième, c'était de plus travailler sur l'aspect communication, lisibilité de ce qui était produit. Et enfin, mais là c'était quelque chose de transversal, travailler sur l'éducation artistique et culturelle. Et c'est passé notamment par la signature avec la commune de Brignoles, la DRAC et la direction académique de la convention d'éducation artistique et culturelle qui a été signée en 2013, qui est encore valable jusqu'à l'an prochain et qui va être renégociée probablement pour l'étendre à l'ensemble des communes du comté de Provence. Donc voilà, et la dernière chose, c'est sur l'aspect social, je dirais, on a parlé du taux de scolaire. On peut dire aussi que les emplois dans les musées et les centres d'art sont des emplois directs. Les gens qui travaillent dans les musées et les centres d'art, c'est pas le cas, par exemple, des écoles de musique, où on a souvent affaire à des professeurs qui ne sont pas forcément du territoire, ce sont des compétences spécifiques, mais les employés des centres d'art et des musées, ils habitent sur le territoire. Donc les 6 ou 7 personnes qui travaillent de façon permanente ou en vacation pour le musée des Gueules Rouges, pour le centre d'art Châteauvert, ils sont du territoire, ils vivent ici, ils dépensent ici. Donc ça, ce sont des retombées vraiment directes, c'est de l'emploi direct qui est créé. Et il me semble que dans ces schémas-là, en tout cas au niveau intercommunal, puisque le Conseil de développement, je pense, est force de proposition là-dessus, ne pas oublier la culture dans les réflexions, parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas forcément le sujet majeur, en tout cas dans les réflexions entre les différentes comités de communes et même sur d'autres échelons. Je n'ai pas vu beaucoup ce sujet-là venir de façon puissante se remettre, alors qu'on voit bien que dans les problématiques d'aujourd'hui et les événements tragiques il y a quelques semaines nous le montrent, c'est probablement la culture qui, en tout cas c'est la chose qui nous rassemble et qui permet de nous rassembler. Si on n'a pas de culture, y compris sur la Provence Verte,
on est mal barré par les crûments. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Ben finalement, ça a été enthousiasmant, tout au moins pour tous ceux qui ont pu rester jusqu'au bout. Donc je vous remercie bien évidemment d'être encore là, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. On a échangé énormément et je dirais comme Monsieur Loup, a priori c'était pas trop dans ma compétence non plus. Donc j'ai passé un après-midi très agréable à écouter, à apprendre. Et en effet, notre Provence verte a encore beaucoup de choses à dire.